Bonjour, bienvenue au CAPS du Cégep de Thetford. Je suis Serge Fauché, coordonnateur du Centre d'activité physique et sportive. Dans la poursuite de nos émissions, aujourd'hui, on va parler de les effets physiologiques de l'entraînement. On a déjà vu, lorsqu'on a parlé de l'évaluation de la condition physique, on a parlé grosso modo, général, un peu les effets. Là, aujourd'hui, on va aller un peu plus spécifiquement sur ces effets-là. Principalement, on va utiliser toujours le volume de M. Chevalier, qui est à vos marques pressentées qu'on utilise au cégep. Donc, aujourd'hui, principalement, on va parler du chapitre 8. Là, je vous montre le chapitre 8. Pour des fins de cours au cégep, les étudiants regardent cette vidéo-là. Donc, on vous montre le chapitre 8 qu'on va voir aujourd'hui. Pour les gens qui sont toujours intéressés à pouvoir avoir ce volume-là, vous pouvez venir à la coop du cégep de Thetford puis vous le procurer. C'est un volume, comme je vous disais, très intéressant pour la population générale, même si c'est un volume qu'on utilise pour les cours ici. Donc, on revient à notre matière d'aujourd'hui. On voit les effets physiologiques de l'entraînement. Aujourd'hui, on fait un retour sur les déterminants de la condition physique. On en a parlé, mais on va en parler un petit peu plus précisément. Et on va nommer surtout les bienfaits sur l'organisme qu'a les effets d'entraînement. Aujourd'hui, surtout, on va parler de ces effets-là au niveau cardiovasculaire. On va le voir aussi au niveau de la vigueur musculaire, de la flexibilité, du pourcentage de gras, quels sont les effets sur le corps. Mais on sait que le déterminant le plus important, un des déterminants les plus importants, et je dis toujours le plus important, c'est la capacité cardiovasculaire. Plus on va améliorer notre capacité cardiovasculaire, plus on va être en mesure de pouvoir bien faire presque toute notre qualité de vie va être augmentée et notre efficacité à bien faire les choses physiquement vont être optimisées. Puis on va le voir plus précisément aujourd'hui, justement, avec l'information qu'on va vous donner aujourd'hui. Donc, j'introduis ça avec un petit exemple. Lorsqu'on parle de capacité cardiovasculaire ou de capacité physique, on prend deux individus, on va prendre deux jumeaux. Un qui est entraîné et un qui ne l'est pas. Ces deux jumeaux-là ont décidé qu'ils montaient aujourd'hui une montagne. On va prendre pour les fins de notre cours le mont Antistoc. Et ces deux individus-là montent le mont Antistoc avec un petit jogging jusqu'en haut de la côte. Rendu au milieu, notre individu B, c'est-à-dire le jumeau B, est un peu moins en bonne condition physique et est obligé de ralentir la cadence pendant que l'autre, lui, il dit « Ben écoute, je te laisse ici, puis moi, je vais accélérer. » Le premier diminue, l'autre accélère. Les deux vont arriver en haut de la côte. Le problème, c'est qu'il y en a un qui est arrivé un peu plus rapidement que l'autre. La problématique de ça, c'est vraiment la condition physique de la personne. Sa capacité à pouvoir emmagasiner de l'énergie et surtout pouvoir l'utiliser facilement. Au niveau cardiovasculaire, vous allez voir aujourd'hui l'ensemble des effets que l'entraînement peut faire. C'est pas juste la capacité à pouvoir monter une montagne, mais ça a un effet bénéfique sur l'ensemble des organes du corps. Puis on va aller plus en détail pour pouvoir comprendre l'effet d'entraînement, qu'est-ce que ça a. Écoutez, lorsqu'on parle d'amélioration de capacité physique, on parle d'amélioration au niveau cardiovasculaire, mais on parle d'amélioration aussi au niveau vigueur musculaire. Plus on va s'entraîner, plus notre capacité musculaire va augmenter. On a déjà parlé dans d'autres émissions, mais l'effet d'entraînement fait en sorte qu'on est en mesure de pouvoir fournir un effort général beaucoup plus efficacement. On est capable de se pencher plus efficacement, on est capable de fournir cet effort-là plus efficacement, et surtout, on est capable d'augmenter notre qualité de vie beaucoup mieux, beaucoup plus et pour beaucoup plus longtemps. La vie, en tant que telle, on a une espérance de vie de 80 ans. On veut la vivre avec un effet positif puis une capacité optimisée pour toute notre vie. On ne veut pas avoir... C'est sûr qu'avec le vieillissement, on va diminuer. Cette capacité-là va diminuer, mais elle va diminuer si on veut bien la laisser aller. Si on s'en occupe toute notre vie avec les muscles, même si le vieillissement vient nous toucher, on va toujours être en mesure d'utiliser au maximum nos capacités, et cardiovasculaires et musculaires. On va faire un retour sur les déterminants de la condition physique. On va aller voir le tableau, notre tableau ici, 8.1, qui nous explique les déterminants variables de la condition physique. Bon, il y avait des déterminants invariables, on reviendra là-dessus, mais lorsqu'on regarde le tableau, on voit les déterminants variables de la condition physique. Il y en a 4. On parle de l'endurance cardiovasculaire, on parle de la vigueur musculaire, force et endurance, réserve de graisse et distribution de la masse corporelle, sa distribution de la masse corporelle et la flexibilité. On dit variable parce que c'est notre façon, nos habitudes de vie, d'entraînement qui vont faire en sorte qu'on est capable de les améliorer. Et ça, c'est très important. On est capable de les faire varier. Lorsqu'on lit l'endurance cardiovasculaire, on voit là, capacité de fournir pendant un certain temps un effort modéré, sollicitant de manière dynamique l'ensemble des muscles. Je répète ça, là. Capacité de fournir pendant un certain temps un effort modéré, sollicitant de manière dynamique l'ensemble de nos muscles.
Lorsqu'on est au repos, on n'est pas en dynamisme. Lorsqu'on marche, c'est un peu plus dynamique qu'au repos, mais on va aller plus loin que ça. On va dire, écoute, on va marcher, mais en plus, on va monter des marches, mais on va recommencer, puis on va marcher plus longtemps. Le dynamisme, c'est répéter, répéter et de façon plus efficacement. On peut aller même jusqu'à sauter très haut et courir très vite, si on parle des athlètes. Et ça, répéter ça de plusieurs façons. On revient à notre exemple de nos deux jumeaux qui montent la côte du mont Hadstock. Bien, il y en a un qui était beaucoup plus dynamique que l'autre parce qu'en plus, oui, c'est un effort dynamique, mais un qui optimisait cette dynamique-là en étant capable de monter la côte en courant et en courant encore plus vite, tandis que l'autre devait ralentir. La semaine dernière, on a parlé des réserves qu'on pouvait faire au niveau musculaire. Cette capacité-là de pouvoir faire l'effort, le fait d'entraînement va nous permettre de pouvoir stocker l'énergie nécessaire qu'on a dans nos muscles. Donc, de pouvoir dynamiser encore plus l'utilisation de nos muscles. Très, très intéressant. Vigueur musculaire, capacité, lorsqu'on parle de la deuxième variable, on parle de capacité d'un muscle d'être fort et endurant. Fort et endurant, capable de forcer fort et être capable de forcer longtemps. Le muscle est fort quand il développe une forte tension au moment d'une contraction maximale. Un muscle est endurant lorsqu'il peut répéter ou maintenir pendant un certain temps une contraction modérée. Donc, on fait bien la différence. Forcer, gros effort, pas longtemps. On a vu les réserves d'ATP, CP et de glycogène étaient utilisées surtout dans ces efforts-là. Et on parlait de l'utilisation de l'oxygène comme réserve d'énergie pour pouvoir faire des efforts longtemps. Donc, notre capacité cardiovasculaire va nous emmener à améliorer ça au niveau de la vigueur musculaire. On continue à regarder les réserves de graisse et leur distribution dans la masse corporelle. Les réserves de graisse constituent la masse du corps, la masse grasse du corps, par opposition à la masse maigre qui est les muscles, qui sont les muscles du corps, qui est constituée des muscles, des os, des organes et des viscères. Bien, les muscles, on peut changer la masse osseuse, la masse musculaire. Les organes et les viscères vont probablement rester à peu de choses près les mêmes, sauf pendant la croissance. C'est sûr qu'une fois rendu à l'adulte, les organes sont rendus à la grosseur maximale. Le cœur va être modifié lorsqu'on va entraîner parce que peut-être pas beaucoup pour que ça fasse une grande différence au niveau du poids corporel, mais son volume va augmenter un peu et la masse du cœur va augmenter aussi parce que ses fibres musculaires aussi vont se développer un peu. Donc, l'épaisseur du muscle au niveau musculaire, si on peut s'expliquer ainsi, va augmenter un peu. Donc, notre muscle est un peu plus épais, donc plus efficace lorsqu'il donne un coup. Un muscle pas en santé va avoir de la difficulté à contracter, il va se mélanger dans ses pattes, puis lorsque c'est le temps de donner du sang, il va avoir de la misère à en donner. Notre jumeau B, qui ne s'est pas entraîné, peut-être qu'il fume, puis vous voyez, on n'entend pas grand-chose, là. Il ne se passe pas grand-chose. Notre jumeau A, qui est rendu au milieu, qui voit son frère ralentir, a décidé qu'il poussait, bien probablement qu'il a un cœur plus épais et lorsqu'il force, a beaucoup plus d'efficacité. Bravo à notre jumeau A qui s'entraîne et qui a un cœur très efficace. Pas efficace, très efficace. Lequel est-ce que vous avez? Ah, bien là, c'est une autre histoire, à vous de le déterminer. Mais on a une bonne idée pas mal. Quel qu'on veut? Bien, probablement qu'on veut, à 89 ans, être capable de se taper dans les mains avec notre cœur et dire, s'il vous plaît, donne-moi du sang pour que je sois plus dynamique et plus efficace. On finit avec, on revient au tableau, lorsqu'on parle de flexibilité, capacité de faire bouger une articulation dans toute son amplitude sans ressentir de raideur ni de douleur. Lorsqu'on fait beaucoup d'activités physiques, y compris surtout du cardiovasculaire, les articulations sont nourries par le mouvement et le fait de bouger nourrit l'ensemble des articulations. Si on vient faire des exercices avec le haut du corps, bien, on fait en sorte que nos articulations bougent. Et tous les cartilages qui sont autour des articulations vont être nourris par le fait que le sang va apporter des nutriments nécessaires afin qu'ils soient mieux nourris, donc qu'ils soient plus efficaces. Bon, c'est sûr qu'avec la vie, la longévité de notre vie, on va user ce cartilage-là. Mais si on le bouge, en fait, on va l'user plus qu'il va rouiller. Il vaut mieux mourir usé que mourir rouillé. On pourrait dire ça comme ça. Mais notre efficacité, même si notre articulation bouge et est un peu usée, elle va être beaucoup plus efficace que si on ne bouge pas du tout. Musculairement, on ne bouge pas. Lorsqu'on vient pour partir le matin, c'est très difficile. Alors, la flexibilité va être influencée par l'ensemble de l'amélioration de notre capacité. Il faut l'entretenir. C'est une dimension qu'on perd beaucoup. Donc, aujourd'hui, on s'attarde. On a vu les quatre déterminants, endurance cardiovasculaire, vigueur musculaire, réserve de graisse et flexibilité. On s'attarde beaucoup aux effets de l'entraînement cardiovasculaire sur l'ensemble du corps. Vous allez voir que c'est assez intéressant. D'abord, on va vous montrer un tableau.
la figure 8.1. Là, vous voyez un homme en vélo, puis on voit en haut là, les effets sur la santé de l'entraînement cardiovasculaire. Merveilleux tableau qui explique très bien tous les effets au niveau des organes. On regarde au niveau du cerveau, des seins, des poumons, os, muscles, cœur, artères, réserve de graisse, côlon. On va faire le tour graduellement de ces effets-là. On va les regarder un par un, ça vaut la peine. Mais pour débuter, quand on regarde les effets de l'entraînement, le déterminant de l'endurance cardiovasculaire, le fait qu'on améliore notre endurance cardiovasculaire, on l'a dit la semaine dernière un peu lorsqu'on a parlé de l'ATP, plus on va s'entraîner au niveau cardiovasculaire, plus on va être efficace à utiliser l'oxygène. L'augmentation de la capacité du transport d'oxygène, c'est la principale intention de notre entraînement cardiovasculaire. Aller chercher de l'oxygène et l'utiliser, l'emmener à nos muscles, l'emmener à nos organes pour que lorsqu'on a besoin de pouvoir optimiser et être plus dynamique, notre corps, avoir l'énergie nécessaire. Donc, tantôt, on parlait de notre cœur qui ne bat pas vite, on parle de notre cœur qui bat plus fort. Il nous emmène du sang beaucoup plus facilement, beaucoup plus d'oxygène, beaucoup plus de glycogène, beaucoup plus de créatine phosphate qu'on parlait la semaine dernière. C'est très important parce que plus on va être capable de les utiliser, plus notre muscle qui va grossir va avoir des besoins plus grands. Si on est 10 dans la salle puis on travaille toutes les 10, bien, on a besoin de nourrir beaucoup plus efficacement les 10 personnes. S'il y en a 5 qui travaillent fort puis il y en a 5 qui ne travaillent pas, bien, ceux qui dépensent plus d'énergie ont besoin de manger beaucoup plus que ceux qui dépensent moins. Donc, on va avoir plus de muscles à l'effort. On va avoir besoin de un cœur qui va être en mesure de pouvoir fournir cet effort-là. Donc, améliorer le transport d'oxygène vers les muscles. Première chose la plus importante lorsqu'on fait du cardiovasculaire. Donc, vous allez voir les effets que ce transport d'oxygène-là a sur l'ensemble des organes. Il y a aussi l'amélioration du cardiovasculaire. C'est une des mesures préventives les plus importantes et bénéfiques pour la santé. Bénéfique pour la santé, on a des maladies là, les plus importantes. On parle de protection contre les maladies cardiovasculaires. C'est bien sûr. Protection contre les maladies cardiovasculaires. On élimine une grande partie de gras qui se promène dans le sang parce qu'on le fait circuler au maximum. Donc, il y a beaucoup moins de chances d'avoir du cholestérol. L'hypertension artérielle, bien oui, on pousse sur les vaisseaux. Donc, l'hypertension, c'est comme si on assouplissait les vaisseaux parce qu'on on fait passer plus de sang, donc on fait assouplir les vaisseaux sanguins directement. C'est certain que l'hypertension est contrôlée. Les gens qui font de l'hypertension, qui en ont même avant, on va leur prescrire de l'activité physique pour diminuer l'utilisation de médication. Ils vont en avoir parce que probablement c'est un problème héréditaire, ils ont besoin d'une médication pour s'aider. Mais on va diminuer cette médication-là parce qu'on leur fait faire du cardiovasculaire, parce qu'on assouplit ces vaisseaux sanguins-là en les utilisant. La pression artérielle va augmenter, oui, mais le fait d'augmenter la pression artérielle dans les vaisseaux va faire en sorte qu'on va assouplir ce vaisseau-là. Donc, très bénéfique au niveau de cette problématique-là de maladie cardiovasculaire. Diabète de type 2. Le diabète de type 2 vient du fait qu'on ne bouge pas, qu'on prend du poids. On va avoir l'obésité qui va être contrôlée par ça. Donc, automatiquement, le diabète de type 2 est directement lié à une mauvaise alimentation, augmentation de la quantité de gras qu'on a dans le corps. Bien, plus on va faire d'activité cardiovasculaire, plus on va utiliser l'ensemble des nutriments qu'on a besoin. On va utiliser le sucre qu'on mange, on va utiliser souvent le gras comme une source d'énergie lorsqu'on fait des efforts longtemps en cardiovasculaire. Excusez, on utilise le gras aussi comme ressource énergétique. C'est une ressource lente. On est capable d'aller la chercher, de l'utiliser, la transformer, l'envoyer dans le sang, puis l'utiliser au niveau de nos muscles comme source énergétique. Très intéressant. C'est sûr que si on le fait, puis on habitue nos muscles à bien absorber les sucres qu'on a dans le corps et le gras qu'on a dans le corps, bien, on élimine la possibilité d'avoir un diabète de type 2. C'est sûr si on a hérité d'un gène qui va nous permettre de faciliter ça, bien, combattons-le en faisant de l'activité physique. Prévention, on le rappelle, c'est de la prévention, mais aussi de l'amélioration de la qualité de vie. Imaginez-vous que vous avez le diabète de type 2, puis souvent, c'est à cause de nous autres. La plupart du temps, c'est mauvais comportement, mauvaise habitude de vie, excusez. Mais c'est ça. C'est une mauvaise habitude de vie. On la combat par l'activité cardiovasculaire. Imaginez-vous, aller prendre une marche régulièrement tous les jours, 30 minutes, 45 minutes, on élimine la possibilité d'avoir ces problèmes-là. Bien, il ne reste rien qu'à prendre nos jambes et y aller. Très, très important de bien comprendre ça. Donc, oui, l'ostéoporose. L'ostéoporose, l'activité cardiovasculaire contrôle l'ostéoporose parce que plus on bouge régulièrement,
plus on travaille régulièrement, au niveau de notre masse osseuse, on nourrit notre masse osseuse aussi. Les gens qui ont des risques d'ostéoporose ou les femmes qui sont ménopausées, oui, vous allez devoir prendre une médication, mais mon Dieu, en allant marcher, vous allez éviter le risque d'aggraver l'ostéoporose et même peut-être de régler une grosse partie du problème. Donc, l'activité physique, ostéoporose, activité cardiovasculaire. Donc, tout de suite en partant, on a des maladies contrôlées, des grosses maladies. On parle de maladies cardiovasculaires, c'est celle qui tue le plus de monde. Diabète de type 2, le diabète, très important. On parle d'ostéoporose, c'est toutes des choses qu'on entend à tous les jours. Il y a quelqu'un qu'on connaît qui a ça. Coudonc, on a juste à faire de l'activité cardiovasculaire, puis on va éliminer une grosse partie du problème. Qu'est-ce qu'on attend? Hein? On a juste à bouger un peu. Allons plus en détail un peu. Là, j'ai hâte de vous remontrer. On va revenir au tableau. Mais un des gros effets du cardiovasculaire est sur le cerveau. Là, vous allez trouver ça spécial. Regardez bien ça. Augmentation du débit sanguin de 30 au niveau du cerveau. Ça veut dire que lorsqu'on a une capacité cardiovasculaire meilleure, notre cerveau est oxygéné de plus en plus. Cerveau oxygéné de plus de 30 plus efficace, meilleure concentration, c'est sûr et certain. OK? Fait que on veut s'aider à nos études, on veut s'aider lorsqu'on fait un travail, on veut être capable de se concentrer plus facilement, on fait de l'activité cardiovasculaire. On n'a pas besoin qu'elle soit dure, on a besoin d'en faire régulièrement à un niveau qui nous permet de s'améliorer. Lorsqu'on a pris des électroencéphalogrammes et on s'est aperçu que les ondes alpha qui sont associées au calme augmentaient. Fait que ça nous permet de se calmer. Plus on fait de l'activité cardiovasculaire, plus on va se permettre d'améliorer notre capacité à se détendre. Wow! On n'est pas stressé d'avoir, c'est ainsi. Hein? Mélange des hémisphères. Ça, je trouvais ça intéressant parce que l'hémisphère gauche qui est rationnel et l'hémisphère droit qui est intuitivement imagé va faire en sorte, on parle qu'il y aurait une espèce de mélange qui se ferait entre les deux. Bon, c'est pas prouvé très scientifiquement, mais quand même, c'est comme un peu un brassage d'idées. On aurait les idées plus claires parce qu'on fait de l'activité cardiovasculaire. Une logique très, très évidente. Mais bon, écoute, il faut le prouver scientifiquement, mais c'est juste à y penser, on se dit, bon, OK, on emmagasine beaucoup de choses au niveau de l'hémisphère droit, de l'hémisphère gauche, on mélange tout ça. Les idées plus claires, bien oui, capacité de se concentrer, avoir les idées plus claires parce qu'on fait du cardiovasculaire. Écoute, faites l'essai, allez marcher pendant 2-3 jours, puis constatez que lorsque vous lisez, vous allez automatiquement voir que vous avez beaucoup plus de concentration, puis vous retenez les choses plus facilement. Et je vous défie de le faire. Les nouvelles cellules nerveuses et les nouvelles interconnexions. Wow! Facilitation des nouvelles cellules au niveau du cerveau. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'interactions, mais lorsqu'on stimule le cerveau, on va le stimuler beaucoup plus efficacement. N'oubliez pas, là, plus de sang qui monte au cerveau, donc c'est beaucoup plus facile de faire des interconnexions. Lorsqu'on étudie, on fait des interrelations, on apprend à faire des liens avec plusieurs types de façons de voir les choses. Mathématiquement, on a une logique de fonctionnement. Au niveau du français, on apprend des choses, on a du par cœur à faire. Il y a des interconnexions puis des liens qui se font beaucoup plus faciles à faire parce qu'on a plus de sang qui monte, parce qu'on le nourrit plus. Donc, lorsqu'on a des besoins, nos besoins vont se faire beaucoup plus facilement. Je passe certaines choses, mais je veux vous parler de quelque chose de très intéressant. On a fait une étude au niveau de 6 000 femmes de plus de 65 ans, OK, pendant 8 ans. Ces femmes-là, plus actives, ont des fonctions cognitives moins altérées. 65 ans et plus. On a pris 6 000 femmes qui ont fait de l'activité physique pendant 8 ans. On s'est aperçu que les femmes qui étaient actives leur capacité cognitive était beaucoup moins altérée. Et plus que ça, c'est que les femmes qui ont été actives après les 8 ans ont continué à avoir moins d'altération au niveau des capacités cognitives. Les pertes de mémoire. Puis là, on parle de capacité cognitive, on le voit beaucoup par la mémoire beaucoup plus efficace. Oui, c'est intéressant de lire, oui, c'est intéressant de pouvoir le faire, mais imaginez-vous qu'en plus de lire régulièrement, on vous dit, oups, allez donc prendre une petite marche, allez donc faire de l'activité cardiovasculaire. Vous allez optimiser votre mémoire à long terme. Wow! On est en train d'étudier, on a 20 ans, on est à l'école, on a juste à faire un peu plus de cardiovasculaire, on va augmenter notre capacité de mémoire. C'est ce qu'on a besoin pour travailler à tous les jours lorsqu'on étudie. Donc, automatiquement, en partant là, on a déjà des effets évidents. Okay? Je continue. Il y a quelque chose d'important aussi. Dopamine, sérotonine et endorphine. Alors, permettez-moi d'utiliser mes notes parce que ça vaut la peine. Sérotonine associée à l'humeur. À l'humeur, regardez bien.
Quelqu'un qui est déprimé a moins de sérotonine. Les études l'ont prouvé. Les gens qui ont des déprimes, on s'aperçoit que la sérotonine est plus basse. Le fait de faire du cardiovasculaire augmente la sérotonine. Wow! On n'est plus de bonne humeur, puis on est moins déprimé parce qu'on fait du cardiovasculaire. Parce qu'on a une capacité cardiovasculaire qui est optimisée. Dopamine. Le mot le dit bien, mais la dopamine est souvent associée à l'hyperactivité. Nous permet de se relaxer un peu aussi. Les gens qui sont hyperactifs ont une déficience en dopamine. Okay? Donc, le fait de faire de l'activité physique, de faire du cardiovasculaire, augmente la dopamine qu'on a au niveau du corps. Je continue. Il y en a un autre qui est intéressant, c'est l'endorphine. L'endorphine, c'est l'euphorie. Faites de l'activité cardiovasculaire, puis je pense pas que vous ayez envie de pleurer lorsque vous avez fini. On devient euphorique de faire du sport. On a envie de le faire. On est de bonne humeur parce qu'on le fait. On a un effet analgisant à cause qu'on sécrète de l'endorphine. On n'a pas besoin d'aller chercher des produits ici et là. On l'a tout dans le corps, en plus, on va le sécréter, puis on va avoir ces besoins-là. Les gens qui font beaucoup de sport cardiovasculaire, on s'aperçoit qu'on a envie d'en faire, on a besoin d'en faire. Que c'est ça, ce besoin-là? Bien, on est drogué à notre propre drogue de sérotonine, d'endorphine puis de dopamine. Tant mieux. Ça nous fait ça de moins à acheter. Je continue. Là, on revient au tableau. OK? On va vraiment aller cibler le tableau, puis on va regarder ça tranquillement, mais on va prendre le temps de faire le tour. Donc, je vous disais, détente mentale immédiate. Wow! On vient de voir pourquoi. État de bien-être plus fréquent. On vient de voir aussi pourquoi. Diminution des risques d'ACV. C'est sûr, on a parlé tantôt de hypertension artérielle qui était diminuée parce qu'on faisait du cardiovasculaire. On éliminait le cholestérol qu'on avait dans le sang. On élimine la capacité ou les risques d'ACV, donc d'avoir un accident vasculaire cérébral où les vaisseaux vont éclater. Meilleure oxygénation du cerveau, on l'a parlé. Diminution des risques de dépression, diminution de l'élimination de l'anxiété, diminution de la pensée suicidaire, meilleure concentration. Wow! Regardez, au niveau des seins, on parle de cancer du sein diminué par l'activité physique. Poumons, bien sûr, on va diminuer on va diminuer l'essoufflement parce que nos poumons vont être beaucoup plus efficaces à faire le transfert. Mais aussi, on va diminuer les risques de cancer. Meilleure extraction de l'oxygène, meilleure utilisation de l'oxygène pour pouvoir la ramener. Au niveau de l'os, des os, augmentation de la densité osseuse. On a parlé aussi, plus on utilise nos os, nos muscles, nos muscles pour faire de l'activité cardiovasculaire, nos os vont aussi se nourrir et la densité osseuse va augmenter. Les muscles, on en a parlé la semaine dernière, on voit très bien que plus on va utiliser nos muscles, plus ils vont augmenter en volume, etc. Le cœur, mon Dieu, meilleure oxygénation du cœur, diminution de la fréquence cardiaque au repos. On donne moins de coups. Notre gars qui frappait tantôt, là, donne moins de coups pour donner plus de sang, tandis que l'autre, il bat 150 coups pour ne pas en donner autant que l'autre. Capacité, augmente la capacité du cœur. Accélération de la récupération. Ça, là, c'est la plus belle chose que le cœur ne fait pas. L'activité cardiovasculaire va nous permettre de pouvoir faire des efforts. On va faire de l'entraînement, on va monter des marches, on va dire « Oh non, je suis encore essoufflé puis je m'entraîne beaucoup. » C'est pas là que vous allez le sentir. C'est après avoir fait l'effort. Vous allez monter vos marches, vous allez être encore essoufflé. C'est normal, le cœur part, puis on n'est pas réchauffé, puis il faut partir, on monte les escaliers, on est essoufflé. Mais mon Dieu, ça nous a pris 1 minute ou 30 secondes, on est récupéré, puis on est revenu à normal. Celui qui ne l'est pas va monter les marches, va être essoufflé, puis en plus, ça va lui prendre 2 à 3 minutes à récupérer, prendre son souffle. C'est pas où ce qui est. Ah mon Dieu, c'est donc bien dur. Elle est là, la différence. Capacité de récupération très rapide pour pouvoir refournir de l'effort. Au niveau des artères, ben, je vous laisse la possibilité de pouvoir le regarder un peu. On voit, je vous laisse la possibilité. C'est sûr que les étudiants, vous avez ça. Les autres, vous n'avez pas nécessairement le volume. Mais augmentation des HDL, ça, là, c'est le bon gras dans le sang. La transformation des mauvais gras en bons gras, c'est un peu comme si on prenait des bûches de 4 pieds, puis on les coupait en 16 pouces, puis on disait, tiens, ils sont beaucoup plus faciles à transporter, puis ils ont beaucoup moins de chances de se pacter dans les coins, puis de faire du cholestérol. C'est du gras qu'on va utiliser immédiatement pour pouvoir les brûler. Donc, c'est beaucoup plus simple comme ça. Nos réserves de gras vont diminuer? Ben oui, on va les chercher. Plus on fait de cardiovasculaire, plus on va utiliser ces réserves-là. On fait du cardiovasculaire parce qu'on le fait longtemps. Une activité physique longue, utilise de l'oxygène, amène beaucoup de nutriments, mais va utiliser beaucoup le gras comme ressourcement énergétique pour pouvoir, parce que c'est une énergie lente, qui va nous permettre de le faire longtemps. On va diminuer, on va utiliser beaucoup le gras comme ressourcement énergétique. Diminution de gras, diminution des risques de maladies, etc. Diminution du cancer du côlon. Messieurs, restez pas assis sur votre steak, allez marcher, parce que c'est un des problèmes qui s'en vient dans les prochaines années. Cancer du côlon. OK?
plus on bouge, meilleure est notre digestion, moins de problématiques au niveau digestif, au niveau des intestins. Donc, diminution du cancer du côlon. On pourrait faire le tour, on peut en parler encore beaucoup. Je veux vous emmener en terminant. On va parler dans les prochaines émissions, puis on va revenir sur des tests précis qui nous permettent de savoir. On a parlé déjà avant, mais on va aller plus loin dans la variété des tests, puis qu'est-ce qu'on évalue directement lorsqu'on évalue la consommation d'oxygène. On va aller voir comment on fait pour évaluer ça, puis on va faire un lien avec les dépenses énergétiques. On va regarder la dépense énergétique de notre corps en calories, mais aussi l'apport calorique qu'on a. Donc, comment on fait pour savoir qu'est-ce qu'on doit dépenser en fonction de la nourriture qu'on a. Écoutez, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Ça va aller au mois de janvier avant qu'on fasse une émission. Si jamais vous avez des suggestions ou des questions, vous pouvez nous appeler au CAPS et nous faire part de vos commentaires. Ça va nous faire plaisir. Et j'espère que vous allez passer des très, très belles fêtes et d'en profiter avec toute votre famille. Et surtout, faites-le en bonne compagnie, mais surtout pour vous et pour votre santé.